Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur le plateau de l'émission Lumière. Alors, la semaine dernière, nous avons fait une analyse plutôt détaillée, peut-être pas, mais une analyse de quelques points forts de projet de société des candidats retenus pour l'élection, les 4 premiers candidats qui ont été retenus pour l'élection présidentielle du 12 avril 2025. Aujourd'hui, nous allons faire l'analyse non seulement de la candidature, du potentiel, mais des possibilités de succès du candidat Oligui Nguema. Je suis toujours accompagné de mon chroniqueur maison, M. Boussamba Zakari. M. Boussamba, bonsoir. Bonsoir. Alors, le candidat Oligui Nguema entre inquiétude, incertitude et espoir. Voilà comment nous avons plutôt intitulé le thème de l'émission du jour. Les élections présidentielles du 12 avril 2025 approchent à grands pas. Nous avons déjà analysé dans une précédente émission quelques points majeurs des projets de campagne de certains candidats parmi les 4 premiers retenus par la CNOSER. Entendu, la Commission nationale d'organisation et de coordination des élections du référendum. Aujourd'hui, ils sont 8 en lice. Mais nous allons nous appesantir sur le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, dont nous allons analyser quelques faits d'armes qui constituent des atouts majeurs pour sa possible élection au soir du 12 avril 2025. Nous verrons aussi l'organisation qui est mise en place, les personnes censées l'animer et le potentiel qu'elle peut apporter pour assurer le succès de ce candidat. Seulement, il plane une incertitude, des inquiétudes chez ses adversaires et beaucoup de sceptiques qui, instrumentalisés par des discours démagogiques ou même objectivement, pensent que le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema n'est pas capable de leur assurer des lendemains meilleurs au vu de la transition qu'il juge avoir échoué par rapport aux objectifs fixés lors de la prise du pouvoir du 30 août 2012. On observe bien heureusement qu'une grande partie de la population déjà a pris fait et cause pour le candidat et porté désormais par la plateforme Rassemblement des bâtisseurs. Voilà un peu planté le décor, le candidat Brice Clotaire Oligui. Nous avons parlé d'incertitude ou d'inquiétude. Pourquoi on peut, M. Boussamba, parler d'inquiétude? Bon, les inquiétudes peuvent être perçues de diverses manières. C'est aussi bien, surtout chez plusieurs partis, aussi bien du côté de ses détracteurs, mais également des arbitres qui sont véritablement le peuple gabonais. Pour ce qui est de ces détracteurs, elle procède essentiellement de la capacité de gestion du candidat. On a observé tout au long, depuis sa prestation de serment, le 4 septembre 2023 à ce jour, une difficulté chez lui parfois à s'exprimer, à poser des problématiques liées à la gestion de la chose publique, à les trancher dans le vif du sujet. Et on a surtout observé chez le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema parfois des grandes confusions, une légèreté dans le traitement des sujets importants. Vous vous rappelez par exemple de cette manière lorsqu'il y avait été soumis sur la place de l'indépendance dans la Nyanga, la problématique de la gestion du conflit homme-faune, et lorsque le président de la transition avait tranché dans le vif en disant il fallait tout simplement tuer les éléphants. Donc vous comprenez que par exemple, pour ne prendre que ce cas, c'était une expression qui venait torpiller plusieurs années de dur labeur dans le sens de la préservation de la nature et de l'environnement au Gabon. D'ailleurs, une position qui a conféré à notre pays le leadership régional
communautaire et international dont il se prévalait jusqu'alors. Monsieur Boussamba, ça c'est un élément que vous nous rappelez, mais lorsqu'on parle d'inquiétude, moi je parlais plutôt du côté de ses adversaires. Beaucoup de ses adversaires ne veulent même pas qu'il soit candidat. Est-ce qu'ils sont inquiets parce qu'ils savent qu'ils sont perdants d'avance, ou alors parce que, comme vous le dites, il y a ces éléments-là qui peuvent susciter auprès d'eux des inquiétudes, dans le sens que ce ne sera pas un bon président pour bien gérer le pays? Oui, mais tout cela peut être pris de cette manière. D'abord, rappelez-vous que lui-même, pour le candidat, c'est-à-dire à travers son parcours, par son parcours d'abord, le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema n'est pas ce qu'on peut appeler un pur élément du sérail politique. C'est d'abord un homme qui provient de la Grande Muette, de l'armée. Et à ce titre, son positionnement peut inquiéter plusieurs acteurs politiques, surtout ceux qui sont habitués, par exemple, à la légèreté des mauvais détournements des deniers publics et plusieurs incartades aux antipodes même de la gestion de la chose publique. Mais ce qu'il faut rappeler essentiellement, c'est que le président de la transition est un homme sécuritaire, qui est un homme de l'appareil sécuritaire. Et à ce titre, il dispose sous son aile de pas mal de dossiers de ces acteurs politiques qui alimentent le débat sur son incapacité à gérer. Ça veut dire qu'ils n'ont pas peur parce qu'il est incapable, ils ont peur certainement parce qu'ils savent que déjà en tant que président de la transition, il y a des dossiers peut-être qu'il a mis dans le tiroir, mais ils savent peut-être que élu président, avec toute la légitimité, qu'il pourra sortir ces dossiers. Oui, vous savez, beaucoup de politiciens sont conscients du fait que, de cette maxime que l'ancien homme politique Mba Obama avait pour habitude d'évoquer. C'est-à-dire en politique, on fait beaucoup plus deux opérations, les additions, la multiplication. Et une fois qu'on a atteint le pouvoir, on peut procéder aux soustractions. Mais vous savez, beaucoup de gens peuvent se poser la question de savoir de quelle tactique joue le candidat président actuellement. Est-ce qu'il les observe? Parce que quand même, nous avons observé pendant cette transition beaucoup de scandales financiers autour même de son cercle le plus rapproché, mais qui n'a pas suscité une réaction anti-corruption à la hauteur des faits posés. Oui. On se pose la question de savoir, est-ce que une fois revêtus de la légitimité institutionnelle dont il pourrait se prévaloir peut-être au soir du 12 avril, est-ce que l'impunité sera le mode de gestion du candidat président, ou est-ce que cette tendance sera amenée à changer pour enfin commencer à procéder aux soustractions dont parlent certains politiciens? Mais moi, je suis d'accord avec vous, parce que j'ai bien peur que ces adversaires ont peur des soustractions qui risquent de s'opérer. Parce qu'il y en a même qui évoquent le caractère illégal de sa candidature au motif qu'il aurait violé un serment qu'il a fait le 4, comme vous l'avez dit, et que, entre autres, il avait participé au gouvernement que lui-même il avait mis en place, alors que la charte interdisait formellement disait que tous ceux qui avaient participé au gouvernement n'avaient pas droit à être président de la République. Ils nous ressortent cela, et il y en a même qui ont dit que je vais vous passer, monsieur, vous pouvez nous passer un élément s'il vous plaît. Il y a un de ses adversaires qui pense que les militaires, quelles que soient les conditions, ne peuvent pas être candidats à l'élection présidentielle. Ou d'une chose l'une, parce qu'ils savent qu'il a leur dossier, ils ont peur parce qu'ils se disent que au soir ou alors au lendemain de son élection, si seulement il est élu, parce qu'on est encore dans le cadre des hypothèses, et que les dossiers ressortent, que beaucoup vont retrouver l'ex-première dame. Tout
est possible, tout est possible. C'est peut-être pourquoi ils ont peur. C'est pas tant parce que le candidat n'est pas capable de quoi que ce soit, parce que on parlera un peu de ses capacités à gérer le pays. On va le montrer dans les espoirs. Mais pour l'instant, moi je parle des inquiétudes qui émanent de ces. Est-ce que c'est pas c'est pas ce fait-là qui leur fait peur? Mais tout est possible en politique. De toutes les manières, pour laisser des détracteurs qui évoquent le fait, par exemple, sur deux plans, le plan interne, c'est-à-dire celui lié à la violation de la charte de la transition, qui faisait que toutes les personnes qui avaient pris part au gouvernement de transition ne pouvaient pas se présenter, et celui qui est inopérant, c'est-à-dire celui qui est dans le cadre africain, c'est-à-dire la charte africaine des droits de la démocratie, que le Gabon n'a jamais ratifié. D'ailleurs, c'est pourquoi je parle d'inopérant. Voilà, pourtant, il y a une candidate qui a rappelé cette charte. Oui, mais le Gabon n'a jamais malheureusement ou heureusement ratifié. En tout cas, cela fait les affaires du... Et je vous rappelle même la charte africaine des droits de l'homme. Le Gabon l'a seulement signé, mais ne l'a jamais ratifié. Donc, je crois que par rapport à cela, toutes ces personnes qui évoquent, je crois, peuvent être qualifiées un peu de naïfs. Vous savez, il y a une maxime en politique qui dit qu'on n'organise pas les élections, surtout lorsqu'on y prend part pour les perdre. Voilà, le candidat, je crois que le candidat lui-même, le réalisme politique voudrait que le candidat Oligui Nguema ne puisse pas organiser une élection pour la perdre. Donc, que beaucoup aille avec cette idée en tête, mais toujours que s'inscrivent dans le principe de l'égalité du vote, d'user tous les moyens qui puissent être en leur possibilité de recourir aux instruments légaux, si seulement et si il est prouvé que le président est en train d'enfreindre la loi, de le manifester auprès des autorités compétentes. Et parlant d'enfreindre la loi, les candidats qui n'ont pas été retenus après comment dirais-je, l'analyse ou alors le travail que la Cour constitutionnelle vient de faire par rapport au recours. Et ces candidats, je les citerai, Madame Essola et Monsieur Jean-Rémy Yama. Pour eux, ils pensent que la loi n'a pas été dite par la Cour constitutionnelle. Qu'est-ce que vous dites de cela? Parce que malheureusement, nous n'avons pas le rendu, parce qu'on a donné le rendu à chaque candidat. Mais il y a Mme Essola qui a quand même rappelé un certain nombre d'éléments. Oui, mais moi, pour ce qui est important ici, je m'appuierai plus précisément sur le cas de M. Jean-Rémy Yama. C'est-à-dire à la lecture même des dispositions constitutionnelles et du code électoral. Et rappelons que ce code électoral, au moment où le président Yama déposait son dossier de candidature à la présidentielle, n'avait pas été appliqué par des dispositions ministérielles, par exemple des arrêtés. Donc on pouvait faire la lecture littéralement, c'est-à-dire les articles 170 et 179 du code électoral, selon lesquels monsieur le candidat Jean-Rémy Yama, voilà, à ce moment-là, a rempli toutes les formalités d'usage pour concourir. Et vous vous rappelez que la dernière fois ici, je m'en tenais au fait que, en principe, il serait illusoire que la Cour constitutionnelle puisse valider, parce que j'avais soutenu que dans cette course à cette élection capitale, le seul candidat, je le dis bien, qui pouvait faire de l'ombre au général président n'était que le candidat Jean-Rémy Yama. Mais pourquoi vous pensez que c'est le seul qui puisse faire de l'ombre? Il y a M. Alain-Claude Bilo-Binzé qui se présente comme un candidat. Vous savez, les parcours de chaque candidat potentiel est mis en cause dans cette course. Quand vous regardez le profil de M. Jean-Rémy Yama, qui, je le rappelle aux téléspectateurs, est un syndicaliste, qui a été de toutes les luttes corporatistes de la fonction publique dans notre pays. Et lorsque vous prenez le profil de M. Alain-Claude Bilo-Binzé, qui lui-même a scié quasiment politiquement, je dis en matière politique, a scié la branche sur laquelle il se tenait, vous comprenez quel aurait été le choix des populations ou des électeurs au moment de ce vote crucial.
Monsieur Jean-Rémy Yama était un syndicaliste. Et partout au monde, lorsque les syndicalistes décident de se consacrer à la politique, s'ils n'obtiennent pas cette première place, ils échouent très rarement troisième. Donc vous comprenez que ça aurait été le petit caillou dans la chaussure du candidat Oligui Nguema. Et nous comprenons bien pourquoi, certainement, en tout cas ça ne s'appuie pas sur les dispositions légales, pourquoi la Cour constitutionnelle a rejeté la décision de candidature. Mais vous n'avez pas lu le rendu concernant sa candidature? Pourquoi est-ce qu'on a refusé sa candidature? Le rendu, ce que je peux tout simplement soulever, c'est que lorsque vous voyez de la manière dont les dispositions relatives au concours, c'est-à-dire aux documents ou à tous les documents de dépôt de candidature à la présidentielle, lorsque vous lisez tous ces articles-là qui s'intéressent à ce chapitre-là, vous comprenez aisément qu'en principe, toutes les personnes qui vont à ces élections-là sont d'emblée disqualifiées. Pourquoi? Et si la Cour constitutionnelle voulait être cohérente avec le rejet de la candidature de M. Yama, il aurait annulé tout simplement la candidature même du candidat Oligui et personne n'aurait concouru. Pour la simple et unique raison que avant 1960, aucun Gabonais ne possédait le titre de nationalité gabonaise. Le Gabon n'est constitué valablement que le 17 août 1960 et pas avant. Monsieur Oligui Nguema, il est né en 1975. Enfin, il est né en 1975. Dans les années 70. Ses parents ne sont pas gabonais. Les parents du candidat Oligui Nguema ne sont pas gabonais au titre de la loi parce qu'ils ne sont pas nés gabonais. Les parents du candidat Oligui Nguema ne sont pas nés gabonais. Ils n'avaient pas la nationalité gabonaise parce que le Gabon n'était pas constitué. Donc, rien que pour cela, on aurait annulé toutes les candidatures pour la présidentielle. Et on n'aurait pas seulement annulé celui du candidat Jean-Rémy Yama. Rien que ce postulat met en sorte que la Cour constitutionnelle s'est fourvoyée. Encore une fois de plus, cette Cour constitutionnelle de transition n'est pas rentrée dans l'ère du droit. Elle s'est cantonnée dans l'ère de l'ancien régime. Malheureusement. Mais monsieur, ça peut constituer l'une de nos inquiétudes les plus flagrantes. Oui, mais monsieur Boussamba, lorsqu'on parle de Gabonais, on estime que nous avons un territoire à l'époque qui s'appelait Gabon, qui n'était peut-être pas un pays, oui. Mais on tient compte de ceux qui, à cette époque, étaient sur ce territoire. On avait certes un territoire qui n'était pas... Nous n'allons pas... On était certes... Non, je renchéris pour dire tout simplement que cet argument ne tient pas. Pourquoi? Parce qu'on avait certains territoires, mais qui n'étaient pas reconnus dans les proportions que nous connaissons. Par exemple, entre 1920 à 1945, il y a des provinces telles que nous les connaissons aujourd'hui qui étaient rattachées à d'autres territoires. Et donc, par exemple, à ce moment-là, les parents du candidat Oligui Nguema, qui peut-être sont nés dans cet intervalle, également n'étaient pas gabonais. Mais ça n'empêche pas qu'on produise un document qui prouve, peut-être rien que cette confrontation de cette lecture-là à l'égard du droit, tous les candidats à la présidentielle étaient disqualifiés. Voilà pourquoi, il faut comprendre pourquoi beaucoup de personnes s'étaient opposées à l'adoption de cette constitution en novembre, lors du référendum de novembre 2024. Parce que ça fait partir des griefs qu'on avait contre cette constitution. Elle n'intégrait pas les éléments de droit factuels et antérieurs. Donc, vous comprenez tout son sens aujourd'hui. Et nous irons, à chaque fois, lorsque cette constitution rentrera en vigueur, nous irons certainement de vide juridique en vide juridique, parce que on a, au moment de l'adoption ou de l'élaboration de cette constitution, pensé à ces individus, mais pas à l'ensemble. On va dire, on a presque
tailler cette constitution à une seule personne. Oui, mais cette personne, vous venez de dire que ses parents ne sont pas... malheureusement, c'est-à-dire ça, c'est au moment où il y a eu la constitution. Ça, on va dire que c'est le manque de justesse des élaborateurs de ce document qui, avec le zèle, voulaient être dévolus à la cause de leurs futurs candidats, mais qui ont manqué de poser les actes qui pouvaient donner le sentiment de rassembler le plus grand nombre de compatriotes. Mais ça, c'est un élément que vous êtes en train d'analyser. Mais il n'y a pas que cet élément, il y a d'autres éléments qu'il fallait mettre dans le dossier. Ce qu'il faut tout simplement comprendre, c'est que c'est l'élément le plus fondamental, parce que je crois qu'on lui a demandé au candidat Jean-Rémy Yama, oui, le défaut de production de l'acte de naissance d'un de ses parents. Mais il a produit l'acte de naissance de son père. Non, en l'occurrence celui de sa mère. C'est ce qu'on lui a posé. Oui, mais oui, il a produit un acte de naissance. Il l'a produit, mais on lui a dit que celui de la maman manquait. Oui. Voilà, c'est ça le problème. Mais s'il a réussi à produire celui du père, pourquoi celui de la maman manquait? Voilà pourquoi je dis que la Cour constitutionnelle... Non, la Cour constitutionnelle a lu le droit parce qu'elle a dit il faut que tous les documents soient présent au moment où vous déposez le dossier. Je rappelle que les éléments dont nous parlons ne font pas partir des pièces qui sont enregistrées au nom. C'est implicite. Non. Le droit de père, de mère. Non. Moi, je pense que peut-être il faut être gabonais de l'un des parents. Oui. C'est cela que la loi prescrit. Le code électoral. Comment vous allez justifier que vous êtes gabonais d'un des parents si vous n'avez pas un document d'état civil de ce parent? Mais il a produit celui d'un des parents. Effectivement, on lui a reproché encore de ne pas avoir celui du deuxième parent. Non, c'est parce qu'il a donné celui du parent à la Cour constitutionnelle. Or, il fallait donner ça depuis la CNOSER. Non, mais depuis la CNOSER, il est clair qu'on ne pouvait pas le donner. Moi, je me borne à vous dire ça. C'est-à-dire que le droit a été biaisé à partir de ce moment. Le droit n'est pas implicite, surtout lorsqu'il s'agit de la présidentielle, de l'élection présidentielle, d'une élection capitale. On ne peut pas laisser imaginer ou interpréter de manière unilatérale ou selon les partis. Il faut avoir une interprétation commune, qui soit commune à tout le monde. Voilà, qui soit commune à tout le monde. Voilà, donc on ne peut pas s'amuser à faire des petites interprétations et des arrangements d'arrière-cour au niveau de la Cour constitutionnelle qui encore, je le répète, risque bientôt de se voir affabuler le titre de tour de piste si elle continue dans cette... Non, elle n'est pas encore tour de piste, c'est la tour du Gabon pour l'instant. Bon, en dehors de cet élément, les autres candidats, les autres ne se sont pas prononcés. Bon, maintenant, je voudrais quand même rappeler les candidats qui ont été retenus, les 4 derniers. Il s'agit de M. Alain Simplice Bongwere, du mouvement des citoyens gabonais. Il s'agit d'Axel Sosten Ibinga, qui est indépendant. Thierry Yvon Michel Ngoma, indépendant. Et enfin, la seule femme, Chani Zenaba Ninga, indépendante. Donc, ça veut dire que tous ceux-là ont dû déposer les documents qui étaient exigés, aussi bien par la Cour. Mais maintenant, j'ai envie de savoir, parce que si ceux-là ont fait des recours et que leurs dossiers ont été retenus, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on dit qu'il fallait déposer tous les autres éléments à la CNOSER. Vous comprenez tout simplement que tous ceux que vous évoquez n'ont pas un aura. Mais on ne peut même pas faire une analyse objective parce qu'on n'a pas les éléments de rendu de la Cour constitutionnelle. Vous comprenez que tout ce monde-là n'a pas l'aura de M. Jean-Rémy Yama. M. Jean-Rémy Yama ne joue pourquoi pas. Vous appuyez sur... Vous êtes sûr que... Non, moi je reviens sur... vous êtes sûr que le candidat... comment il s'appelle, Germain Eloko ne fait pas le poids devant du tout, un ancien PDG. Il s'est bien empiffré lorsqu'il était sous l'ancien régime. Vous étiez ensemble. Et par un tour de passe-passe, il se découvre des fibres d'opposants, mais de qui se moque-t-on dans ce pays? Pour la même chose de M. Alain-Claude Biébinzi, même chose pour M. Simplice Alain Bongwere, qui d'ailleurs est un ancien parlementaire du PDG. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ces candidats? Est-ce que c'est une manière de friter l'électorat pour que, au soir, éventuellement s'il y a un deuxième tour, au soir du 12 avril, pour que ces derniers prennent fait et cause pour le candidat? Bon, pour l'instant... Oui, vous savez, lorsque vous parcourez un peu les réseaux sociaux, beaucoup ont déjà publié ce qu'on appelle, certains internautes ont déjà publié ce qu'on appelle le cheminement normal de l'opposant. C'est-à-dire quelqu'un qui s'est...
c'est quelqu'un qui sait automatiquement que lorsqu'il se présente à une élection présidentielle, il ne remportera même pas plus de 1%. Il sera flanqué M. 0-0. Lors de la publication des résultats, ils seront les premiers à reconnaître la victoire et de dire que l'élection était libre, crédible et transparente, puis se présenter le jour J à la prestation de serment, donc, en fait, des comptes, se rallier et puis obtenir imposer le gouvernement. Ça, c'est le cheminement. En fait, le compte, vous voulez dire que au-delà des inquiétudes manifestées par certaines populations ou certains candidats, il y a une réalité, c'est que il y a peu de crédibilité chez certains candidats. Il y en a peu de crédibilité. Il n'y en a même pas de crédibilité. Mais alors, pourquoi est-ce que, à longueur de journée, on nous rebat les oreilles avec ces histoires pour dire, voilà, la transition n'a pas bien travaillé, Oligui Nguema, il ne respecte pas la loi, finalement, est-ce que c'est parce qu'on veut se faire entendre ou alors... parce que moi, je voudrais bien, quand on parle de Jean-Rémy Yama, c'est quelqu'un qui a de l'envergure. Si lui, il parle, il dit qu'il y a peut-être une injustice, encore que là, il faut vérifier. Moi, je ne suis pas constitutionnaliste. Il faudrait qu'on lise la décision rendue par la Cour constitutionnelle pour qu'on s'imprègne véritablement des éléments de droit qui ont été évoqués pour justifier ce rejet. On pourra même inviter un constitutionnaliste. Je vous assure, le cas de M. Jean-Rémy Yama n'est que politique. Il n'est absolument que politique. Vous savez, dans ce pays, M. Jean-Rémy Yama est connu surtout de manière corporatiste. Et lorsque nous parlons, d'ailleurs la dernière fois, on va dans une élection où d'abord c'est la corporation qui est engagée pour soutenir les candidats. La dernière fois, M. Oligui en a fait la démonstration. Il s'est présenté au stade, il a posé la question à ses troupes de se mettre à disposition pour la politique. Et il a commencé à évoquer des chiffres comme quoi, rien qu'à travers tous ces hommes d'armes, il était déjà potentiellement élu. Monsieur Jean-Rémy Yama, s'il doit aussi se prévaloir de cette position corporatiste également, est très bien positionné également pour être bien élu, parce que M. Jean-Rémy Yama, en sa qualité de syndicaliste, qui a défendu les droits des syndicats, de la fonction publique, de son corps d'abord d'enseignants-chercheurs, à travers le SNEC, et des luttes communes à travers la dynamique unitaire et autres, est aussi très bien positionné. Mais M. Boussamba, oui. Si on va sur cette logique, au Gabon, on compte à peu près 110 000 fonctionnaires. On est d'accord? Oui. Près de 110 000 fonctionnaires. Oui. Les militaires, à eux seuls, comptent à peu près 30 000 ou plus. Mais vous comprenez... Attendez, parce que nous sommes dans les chiffres. Allons-y dans les chiffres. Voilà, les militaires et autres, ils sont peu de 30 000. Oui. On est d'accord? Oui. Mais quand on enlève les 110 000, il reste combien? Il reste à peu près 70 000. Oui. Mais dans les 70 000 fonctionnaires, il y a une grande partie des fonctionnaires qui sont avec le candidat Oligui Nguema. On ne peut pas dire comme ça, parce que c'est un syndicaliste que tous les fonctionnaires sont de son côté. On ne va pas dire, vous savez, je prends juste... Attendez, monsieur, excusez-moi, je vais ajouter, parce que on ne fait pas la politique avec l'émotion. Oui. On fait la politique sur des éléments réalistes, factuels, n'est-ce pas? Parce que lorsqu'on va porter un projet de société, on sait sur quoi on s'appuie. Bien sûr. On connaît les éléments sur lesquels on s'appuie. Bien sûr. On sait comment est-ce qu'on va financer. Bien sûr. Bon, c'est vrai que Jean-Rémy n'a pas encore donné son projet de société. Bien sûr. Pour qu'on puisse dire qu'il y a quelques éléments qu'il a balancés comme ça, parce que lui, c'est le travail, n'est-ce pas? Les droits de l'homme, ainsi de suite. Mais un projet de société doit être réaliste, parce qu'il ne suffit pas d'être dans le rêve. Mais également, on n'a pas encore le projet de société du candidat. Non, on n'en a pas encore. À travers ce qu'il avance, voilà. On peut bien s'imaginer sur quoi il y aura une fixation. Donc, c'est pour cela que je voulais dire que c'est vrai, quand vous faites il a dit que les militaires à eux seuls, c'est déjà un bon électorat. Oui. Parce que si nous avons 8 candidats, n'est-ce pas? Oui. Bon, on ne va pas dire que les autres n'ont pas des gens derrière eux. Ils ont celui qui a un parti là, le mouvement des citoyens gabonais. Il faut au moins 3000 signatures. Oui. Je suis sûr qu'il a déjà multiplié les 3000 signatures par 2 ou par 3. Depuis quoi? Et par quel mécanisme vous faites ça? Donc, non, moi je faisais juste une projection. Voilà, je disais que donc, si on suivait le candidat Oligui Nguema, celui qui a dit comme ça. Il n'a pas dit comme ça. C'est un chef d'État. C'est 30 000 attention, agents. C'est un chef d'État. Et il ne peut pas être
on le suit dans ses projections et si on s'inscrit dans sa logique, à ce titre-là, techniquement, il est battu. Parce que même les 30 000 parce qu'il faut rappeler sont des fonctionnaires. Oui, mais il faut rappeler que le collège électoral ne dépasse même pas 1 million au Gabon. Oui, ça tourne autour de 800 000. Donc, par abus. Donc, vous voyez bien que même quand il le dit, la réalité peut le rattraper aussi. Mais naturellement. Mais je suis pour ceux qui pensent qu'il faut revenir aux fondamentaux. C'est quoi les fondamentaux pour vous? Les fondamentaux lors d'une élection, premièrement, on ne fait pas des projections comme quoi on aurait pu, celles dans lesquelles s'est lancé le candidat Oligui Nguema. Oui, mais c'est une erreur. Vous savez que lui, c'est pas un politicien. D'ailleurs, il a fait affirmé. Je crois que le candidat. Ce n'est pas un politicien affirmé. Je crois que le candidat Oligui Nguema doit beaucoup faire confiance à son équipe de communication et qu'à force de faire trop des erreurs, il finit par s'enfoncer un peu plus chaque jour. Non, il va pas s'enfoncer. Je vous le dis. Pourquoi je le dis? Je vous prenais juste un exemple. Dites-moi politiquement parlant, à quoi sert ou est-ce que ça sert véritablement les ambitions du candidat de défendre la taxe foncière actuellement en pareil moment d'élection? Bon, ça c'est un élément dont nous allons parler prochainement. Peut-être que parce que je ne sais pas exactement sur quoi on s'est appuyé pour... j'ai vu le problème de la taxe. Donc que le candidat... la direction générale des impôts qui impose la loi. Il ne faut pas croire que le candidat Oligui Nguema soit un élément exceptionnel ou un être exceptionnel à tel point qu'il veut s'inscrire en marge des codes et de l'éthique de la conduite d'une campagne électorale. Il faut qu'il se paye, s'il n'a pas encore fait, il se paye les services d'une équipe de communication lors de sa campagne. Je crois qu'il faut qu'il arrête de dire comme ça tout ce qui lui passe par le cœur. On imagine bien ses sentiments à l'endroit de la population gabonaise, mais qu'il n'en fasse pas. Monsieur Boussamba, moi je pense que Oligui Nguema est porté un peu par, on va dire quoi. Vous savez, depuis qu'il a pris le pouvoir, apparemment, il est adulé par le peuple gabonais. Peut-être que cela ne l'amène pas à voir les éléments de façon scientifique, c'est-à-dire sur le plan politique. Et je rappelle que ce n'est pas un homme politique, c'est vrai qu'il a tourné autour des hommes politiques. Parce qu'effectivement, un homme politique, ou dans la politique a son langage, la politique a ses codes. Mais je suis sûr qu'après peut-être cette élection, si seulement il est élu, il va s'imprégner, il va prendre ses codes. Bon, on va parler là on parlait des candidats, hein, ses adversaires, on va parler de certains sceptiques, hein, c'est-à-dire les populations. Il y a quelques populations qui pensent que Oligui Nguema n'est pas celui qui peut leur apporter ce qu'ils attendent. Par exemple, le problème de l'impunité. J'ai entendu certains internautes parler de l'impunité qui continue au sommet de l'État. J'ai entendu parler de la liberté d'opinion, eux, ils pensent que non, les libertés ne sont pas garanties encore au Gabon. Ils parlent de la véritable souveraineté, et quand ils parlent de cela, c'est que Oligui, à la différence des autres qui ont fait les coups d'État dans les pays du Sahel et autres, ne s'est pas des partis ou ne s'est pas démarqué de la France, c'est-à-dire qu'il reste encore sous le joug de la France. Voilà un peu ce que certains sceptiques disent. Qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous répondez à cela? Mais au-delà, c'est-à-dire, il faut comprendre. Moi, je ne sais pas pourquoi on veut inventer la roue dans ce pays. La politique, la critique politique procède toujours des faits réels. Oligui Nguema, qui est-il? D'où vient-il? Pour rappel, il a fait toutes ses classes auprès d'un grand France-africain qui a été Omar Bongo Ondimba. Il a passé toute sa carrière auprès de ce monsieur, l'a servi en qualité d'aide-camp, a été de tous les secrets professionnels qui pouvaient relier le Gabon à la France et plusieurs autres États dans la région. Mais comment peut-on croire? C'est-à-dire, Oligui Nguema, au moment où le défunt politique d'Ali Bongo, de Omar Bongo, donc qui est son fils Ali Bongo, prendrait le pouvoir, Oligui Nguema va rester dans son cercle pendant, je crois, 3 ans, avant de tomber en disgrâce avec ce dernier. Ils se sont brouillés. Puis il va revenir au moment où la sécurité d'Ali Bongo
Ondimba battait de l'aile. Au moment où les hommes de confiance auprès du chef se faisaient rares. Mais il a été dans les secrets les plus intimes d'Ali Bongo jusqu'à lui porter ce coup fatal au soir du 30 août 2023. Est-ce que c'est pas aussi un service qu'il lui a rendu? On pourra apprécier ça oui, on pourra apprécier ça. C'est peut-être un service qu'il lui a rendu. Mais il faut comprendre, Oligui Nguema, c'est l'enfant chouchou du sérail de la politique gabonaise au sens strict du terme. Un PDG convaincu dans l'âme, mais comment peut-on croire? Mais pas dans les faits, monsieur. Non. Je suis en train de faire une lecture. Bien sûr, allez-y. Parce qu'il faut savoir d'où vient l'individu. Tout à fait. L'individu est l'enfant gâté du système Bongo PDG. Mais lorsque nous parlons des sceptiques, on a envie de croire qu'il s'est réveillé un bon matin et puis il a nourri de bonnes ambitions pour le Gabon. Mais vous savez, ce que vous êtes aujourd'hui, ce que vous serez demain, c'est d'abord par ce que vous êtes passé. Oligui Nguema a été de tout ce système-là des privilégiés, on va dire peut-être pas des profito-situationnistes, des privilégiés d'abord, de ceux qui se sont accaparés, qui se sont bâtis essentiellement une envergure auprès du système. C'est l'un des caciques du système, comme aime à le dire M. Alain-Claude Biobindé, c'est celui qui était chargé de la sécurité du système. Mais comment peut-on croire, c'est-à-dire du point de vue de ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, des sceptiques, chez les sceptiques, comment peut-il croire que Oligui Nguema est aujourd'hui, c'est-à-dire après toutes ces années passées dans le système, s'est réveillé avec de bonnes intentions pour enfin développer le pays? Voici la problématique. Ça, c'est pour les sceptiques. Donc, il ne pense pas un seul instant. Ne pense pas un seul instant. Le fait qu'il ait évolué dans cet environnement, qu'il n'ait pas de bonnes dispositions, qu'il puisse pouvoir même la solution. C'est-à-dire, il a évolué dans l'environnement. Comment peut-on imaginer que quelqu'un qui a participé à nourrir le mouvement, à nourrir cet environnement, puisse être aujourd'hui celui qui va sortir, qui va porter les espoirs du pays. Mais peut-être qu'il se trompe. C'est son point de vue de ce type. Les sceptiques, oui. Et puis la transition passant 1 an et 8 mois, nous nous rendons compte, par exemple, que il y a eu plusieurs scandales financiers, au terme duquel aucune action c'est-à-dire la transition est demeurée muette. Mais moi j'ai envie de savoir, est-ce que on va juger ce monsieur sur des éléments c'est vrai que c'est pas des petits éléments sur ces faits, puisque lorsqu'on regarde un peu toute la transition, j'ai envie de cette transition, c'est-à-dire donner des sommes considérables à des sociétés pour réaliser des marchés, c'est-à-dire en s'inscrivant même en marge des textes législatifs et réglementaires, c'est-à-dire sur la conception et sur la base même de la commande publique. Il ne vous aura pas échappé que à chaque fois de ces tournées, le président a donné une enveloppe, c'est-à-dire attribué une enveloppe d'environ 7 milliards par province pour développer des infrastructures. Et à chaque fois, il répétait, c'est-à-dire un formalisme pour lequel, à partir duquel cet argent allait être débloqué. Il fallait les cadres de la province, il fallait, je crois, les ministres ressortissants de la province, c'est-à-dire toute une spirale qui s'inscrit en marche des textes législatifs et réglementaires de la dépense publique. On se pose la question. Que fait le président? Que fait-il? Celui qui est censé garantir les institutions s'inscrit volontairement en marge de celle-ci. Monsieur Boussamba, nous sommes dans le cadre d'une transition. Il y a des actions à mener dans l'urgence. Parce que vous savez que, souvenez-vous, lorsqu'il a remis une enveloppe de, je ne sais plus de combien, de 700 ou combien de milliards au président, au Premier ministre, souvenez-vous, lorsqu'il y a eu le coup d'État,
qu'il y a beaucoup d'argent qu'ils ont récupéré avec des gens qui ont fossoyé le pays. Mais ce qui est sûr, c'est que cet argent, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont mis ça dans un compte séquestre. Bon, je ne suis pas un comptable. Développement. Voilà, je ne suis pas un comptable du projet Agropag. En dehors. Oui, ça c'est pour les 700 millions. Oui, les 700 les 7 milliards. Les 7 milliards. Non, c'est pas 700, mais c'est pas 7 milliards. C'était plus que ça. Oui, 7 milliards. C'était 7 milliards. 7 milliards, puisque le Premier ministre a dit qu'il a dépensé plus de 4 milliards pour faire les bêtes. Bref, bon, moi je suis en train de regarder la manière de procéder du président de la République. Est-ce que, à cause de l'urgence, on ne peut pas se démarquer des comment on appelle ça? Des exigences textuelles et autres pour qu'on aille vite. La preuve, c'est que tous ces projets-là sont en train de voir le jour. Non, vous n'avez pas une très bonne information. Il y a eu des missions de contrôle. La mission de contrôle est passée. La mission de contrôle est passée. Beaucoup évoquent le pourcentage vraiment désastreux de la réalisation de ces infrastructures. On est en train de parler de 30% de réalisation pour autant d'argent qui a été décaissé. D'ailleurs, à ce propos, je suis entré toujours dans la catégorie des sceptiques. Voilà. Nous sommes en train d'analyser. Pour donner les sceptiques, nous sommes en train de comprendre pourquoi il serait réticent à voir Oligui Nguema à la tête de notre pays où le décrété incapable d'assumer ses lots de charges. Donc, dans cette perspective, on a parlé d'abord de l'impunité. C'est-à-dire, nous concevons, le président Oligui Nguema conçoit une maquette de mise à disposition des fonds publics, s'inscrivant même au risque même de s'inscrire en marge des tests législatifs et réglementaires à la matière. Puis, nous constatons après les missions de contrôle qu'au total, 30% de réalisation de ces différents chantiers. Mais les missions de contrôle procèdent à l'arrestation des différents chefs de chantier et tout, mais curieusement, on écarte les responsables politiques qui faisaient partie de la gestion de ces fonds. Mais il y a un problème. Non, vous n'avez peut-être pas compris le processus. Les responsables politiques sont responsables en même temps de la gestion des fonds. Mais ils décaissent les fonds en fonction de ce que l'entrepreneur demande au moment où il le demande. Mais monsieur... ils décaissent les fonds parce qu'ils ne peuvent pas bloquer le... J'ai envie de vous dire, par exemple, pour ne prendre que le cas de Logou-Ivino. 7 milliards ont été décaissés, mais quasiment aucune infrastructure liée à ces travaux-là n'a encore vu le jour. Mais on a remis l'argent aux entrepreneurs. Non, aux entrepreneurs et aux responsables politiques. Mais le responsable politique, lui, il assume. L'argent n'est pas dans sa main. Nous ne sommes pas, des défenseurs, mais nous sommes en train de tenter d'expliquer la situation des sceptiques. Peut-être que vous ne comprenez pas bien les sceptiques. Mais lorsqu'ils évoquent le problème de liberté d'opinion, le problème de liberté d'expression, est-ce qu'avec la transition, ces deux éléments ne sont pas assurés au niveau... Écoutez, vous avez... Ce sont les sceptiques qui le disent. Oui, toujours les sceptiques. Vous avez, par exemple, lors de la transition, des exactions qui ont été commises par les forces de défense et de sécurité dans l'application. Des mesures ont été prises pour punir les... Non, attention, on arrive. Vous avez des exactions qui ont été commises. J'espère que vous n'êtes pas un sceptique, hein. Je ne fais une lecture critique de la... Oui, non, mais en fait, mais c'est ça que les sceptiques disent. Vous avez les exactions qui ont été commises dans l'application des mesures par les forces, les FDS, les forces de défense et de sécurité, dans le cadre de l'application du couvre-feu. Du couvre-feu. Mais nous attendons toujours des enquêtes pour plusieurs. Je crois au total, il y en a eu 3 ou 4. Nous attendons toujours des enquêtes. Oui, nous attendons. Ils ne sont pas toujours. Hein? Mais attendez, monsieur Boussamba, vous savez que le tribunal était en grève pendant plus de, je ne sais plus combien de mois. Si seulement on a instruit des actions vis-à-vis de ces gens-là, mais puisque le tribunal était en grève, comment vous voulez qu'on va voir les résultats? Cela participe encore, cet argument que vous soulevez participe encore de l'inquiétude des sceptiques. Très bien. Qui disposent du fait que dans une transition, la justice ne peut pas être en grève. Cela ne rassure pas les investisseurs qui veulent venir investir dans notre pays. Bon, vous avez déjà donné toujours pour les sceptiques, bien sûr, le problème de souveraineté, parce qu'ils auraient souhaité que le Gabon, c'est-à-dire à travers le président de la transition, n'est-ce pas, demande à revoir les accords militaires. Et comme ça n'a pas été fait, je crois que pour eux, ils pensent que nous ne sommes pas... De manière générale, il faut rappeler tout simplement que pour les sceptiques, cette transition est une transition en griffe
extraordinaire, c'est-à-dire qui n'a rien à voir avec celle que nous connaissons par ailleurs dans... Mais chaque pays a ses réalités. Oui, nous en venons. Oui. Ce qui caporalise, ce qui captive l'attention des populations actuellement, c'est la situation socio-économique dans laquelle se trouvent nos pays. Il y a lieu de prendre des mesures urgentes qui visent, pour cette génération-là, des jeunes, surtout quand je parle essentiellement des jeunes, et même des anciens, qui pointent du doigt le niveau, c'est-à-dire qui pointent du doigt la relation France-africaine que beaucoup de pays entretiennent, étant à l'origine du sous-développement dans lequel nous sommes. Actuellement, par exemple, l'une des sociétés représentantes du 440 qui exploitent les mines dans notre pays, en l'occurrence, la compagnie minière de Logoué, qui vient de voir sur son fonds social les syndicalistes protester de leur niveau de rémunération. Comment cela a été tranché à la présidence de la République, au terme une rencontre à la présidence de la République au terme duquel le président de la transition leur aurait demandé de surseoir leur mouvement de grève le temps que les élections passent. Beaucoup pointent du doigt du fait que Oligui Nguema serait de mèche avec la nébuleuse France-Afrique qui participe toujours à exploiter nos ressources sans payer le prix qui va en va. D'ailleurs, au début de la transition, une affaire dans ce sens-là a eu lieu à Mwanda qui mettait en cause le jeune activiste Gaëtan Ayami dans un bras de fer, qui opposait le jeune activiste Gaëtan Ayami dans un bras de fer qui l'opposait avec les communautés, avec la communauté qui était chargée de construire des maisons. Très bien. Nous avançons toujours. Monsieur Bilé Binze, lui, pense que lui, c'est un adversaire politique. Il pense que nous avons hérité du modèle politique colonial dans lequel nous sommes moulés. Et il rappelle ici, du point de vue économique, nous sommes tributaires de la rente. Le pétrole, c'est la rente. Le bois, c'est la rente. Le manganèse, c'est la rente, abordant le problème du CFA. On lui a aussi parlé du problème du CFA. Pour lui, il estime que le CFA n'est pas un problème pour l'instant. Oui. C'est vrai, enfin, pour ce qui concerne le Gabon, il dit nous sommes toujours tributaires du système colonial dans lequel nous sommes moulés. Nous sommes une économie de rente. Et ça ne peut pas augurer un développement pour d'autres pays. Mais lorsque M. Alain-Claude Bilé Binze le dit, il a parfaitement raison. Il faut admettre quand il le faut. Il faut admettre quand les propos dégagés par... Mais vous savez pourquoi je rappelle cela? Pourquoi? C'est lui qui le dit. C'est un ancien hiérarque du Parti démocratique gabonais qui a géré le pays. Eux, ils ont géré pendant 14 ans. Bon, je veux savoir, est-ce que Oligui Nguema qui arrive après 14 ou 18 mois, vous pensez que c'est du jour au lendemain qu'il peut changer la donne économique pour que nous sortions de la rente pétrolière? C'est-à-dire, il faut comprendre. C'est des mécanismes que vous mettez en place. Il faut comprendre. Qu'est-ce qu'il y a en jeu? Alain-Claude Bilé Binze, comme je vous le disais ici la dernière fois, il n'est pas un ancien hiérarque du Parti démocratique gabonais. Il est un transfuge. Il l'est devenu. Il l'est devenu peut-être par sa proximité avec le distingué camarade de l'époque, le monsieur Ali Bongo. Il a même été Premier ministre. Mais lorsque vous regardez, c'est-à-dire au début du premier mandat de monsieur Ali Bongo Ondimba, à partir de sa prestation de serment le 16 octobre 2009, jusqu'à peu près 2 ans après, en 2011, s'est démarqué sur le plan politique de ses anciens alliés. À l'époque, en 2013, Ali Bongo Ondimba pose des actions fortes. Je ne suis pas là pour faire son apologie, mais je suis en train de tenter de comprendre la position de M. Alain-Claude Bilé Binze. Les actions fortes que M. Ali Bongo Ondimba pose à l'époque, c'est le redressement fiscal de Total, qui, si avait abouti, aurait enregistré près de 800 milliards. Mais on lui avait demandé au cours de l'émission, est-ce que Total avait payé? Il a toujours dit, il n'est pas obligé de donner la réponse sur le plateau. D'accord. En 2017, la concession du groupe Bolloré arrive à son terme. Le groupe Bolloré de la concession portuaire arrive à son terme au Gabon. Oui. Ali Bongo refuse de reconduire cette concession.
C'est-à-dire, il fait un pied de nez à la France par l'intermédiaire du groupe Bolloré. C'est-à-dire situant le groupe Bolloré dans l'échiquier socio-économique de la France, avec M. Vincent Bolloré qui en est le patron, qui est très proche de tous les locataires de l'Élysée. À ce moment-là, lorsque M. Ali Bongo refuse de reconduire cette concession portuaire, il fait un pied de nez à la France. Et ce problème est porté devant, on va dire, le tribunal qui était mentionné dans le contrat d'exploitation du port. Je crois que c'était le tribunal de Nantes qui va dégager à la fin, qui va impliquer, c'est-à-dire qui va condamner l'État gabonais à verser des dommages et intérêts. Et cela procédait du fait que Olam avait déjà entrepris on va dire des améliorations et la réfection du port d'Ovendo en vue de on va dire de sa concession d'exploitation. Donc, quand le Gabon se débarrassait de Bolloré, il signait une nouvelle concession avec Olam. Le tribunal de Nantes, dans un arrêt de la cour d'appel de Nantes, je crois, va casser cette possibilité et va demander à l'État gabonais et à Olam va demander à Bolloré de payer les frais de la réfection du port d'Ovendo, mais va reconduire la concession. En 2018, Ali Bongo tombe. Il tombe dans les pommes et l'équipe dirigeante de l'époque, les profito-situationnistes, oui, le messager intime du président va à son tour rompre la concession d'exploitation de Veolia sur la société d'énergie et d'eau du Gabon. Donc, lorsque Alain-Claude Biodimizé rappelle tous ces faits aujourd'hui, on peut se dire qu'il est en train de s'inscrire dans le prolongement, c'est-à-dire de la vision politique d'Ali Bongo. Je ne sais pas laquelle des visions aurait pu peut-être aboutir à quelque chose. Mais en tout cas, n'a abouti à pas grand-chose. Pas grand-chose parce que peut-être que ça va aboutir à on peut le qualifier en quelque sorte de l'héritier politique et visionnaire d'Ali Bongo. Il a rappelé cela dans un discours. D'ailleurs, lequel d'Ali Bongo a opéré, il faut le rappeler, en 2011, la transformation, voilà, c'est-à-dire a commencé à refuser l'exploitation brute des grumes, de grumes au Gabon et a commencé à opérer leur première et deuxième transformation à Libreville. Ce qui avait mis à l'époque, je crois, le secteur du bois en France dans des sérieux draps avant que celle-ci ne s'adapte de manière structurelle à d'autres débouchés et à d'autres fournisseurs régionaux qui étaient le Cameroun. Parce que quand ça a commencé à faire un coin, une petite tension socio-économique avec Libreville, je crois les cadors, les majors de ce secteur s'étaient retournés vers Yaoundé pour l'approvisionnement de grumes brutes. Et donc on peut toutefois dire que Alain-Claude Biodimizé est quelquefois sinon l'héritier visionnaire et politique du lamentable candidat Ali Bongo. Mais oui, dans l'ancien dirigeant, lamentable dirigeant gabonais qu'est Ali Bongo. Vous semblez encensé Biodimizé et son lamentable candidat, comme vous dites. Mais en même temps, vous les non, je fais ce qu'on appelle la chronique. Ah d'accord, je suis neutre. Je suis neutre. Oui, mais c'est d'expliquer. Au sortir de votre chronique, je pense que leur scepticisme ne cadre pas vers la réalité pour dire que Oligui Nguema ne serait pas capable de nous assurer de l'endemain meilleur. Pourquoi? Parce que malgré tout ce qu'ils ont fait, quel a été le résultat sur le terrain? À quelques égards près. On peut retenir par exemple la zone économique de Coq qu'ils ont mise en place, qui a essayé de faire quelque chose de bien, mais si l'on a ensemble, ils ont échoué. Bon, moi, je dis encore, les interprétations peuvent être diverses. Mais quelle a été la réalité? La réalité, c'est que nous avons mis la réalité de ces réformes de l'époque ont conduit par exemple à la réalisation de la zone économique spéciale. Oui, mais en dehors de ça, il faut... a conduit à la mise en place de plusieurs zones économiques spécialisées. C'est pas faux. Et des écoles de formation professionnelle équipées. Monsieur Boussama. Donc, je le rappelle comme ça. Ce n'est pas mauvais. Oui, vous savez, dans le passage de quelqu'un sur Terre, on ne peut pas retenir que ce qui est mauvais. S'il y a de bonnes choses, on dit qu'il faut retenir. Mais entre les bonnes et les mauvaises choses, lorsqu'on se rend compte que les bonnes choses étaient moins que les mauvaises choses, on ne peut rien retenir de ce monsieur. Non, je crois que les populations et les téléspectateurs apprécient. Oui, ils apprécieront. Et ils apprécieront plus
hein, Mais c'est pour cette raison, on va dire, au vécu du prochain régime. c'est pour cette raison que voilà, nous allons passer à la deuxième étape qui parle désormais des espoirs de beaucoup de Gabonais. Et pour cela, je vais demander à la technique un jingle le temps qu'on passe à la deuxième partie. Technicien là. Bon, nous passons directement à la deuxième partie. Apparemment, mon technicien n'est pas prêt. On va parler de l'espoir. Mais avant de parler de l'espoir, il y a quand même, j'ai oublié un élément, il y a quelques incertitudes parce que le candidat Oligui Nguema a mis en place une plateforme dénommée les bâtisseurs. Et cette plateforme a pour objet de fédérer toutes les forces vives du pays et a même déjà commencé à se déployer sur le terrain. Elle fait quelques sorties pour expliquer leur concept. Il semblerait que les installations de coordination ou d'arrondissement ou de cellules aient déjà débuté. Seulement, nous observons avec bonheur qu'il y a véritablement une rupture avec ce qui se faisait avant. Quand je parle de ce qui se faisait avant, parce que la plupart des candidats étaient toujours soutenus par un parti politique. Bon, il y a quand même, on va dire quoi, des candidats indépendants, mais le candidat le président de la République qui était sortant avait un grand parti, on le connaît, on ne veut pas le citer ici, mais lui, il a refusé d'être soutenu par un parti ou par des partis. Il a préféré une plateforme qui fédère et les associations et les syndicats et les ONG et les personnes physiques. On est d'accord? Alors, j'ai envie de savoir, est-ce que ce mastodonte qui va se mettre en place, ça ne va pas constituer un problème pour lui? Bon, puisque nous sommes dans la rubrique des incertitudes, il vaut mieux rappeler que les incertitudes peuvent être appréciées à plusieurs niveaux. Le premier des cas que nous soulèverons, par exemple, c'est sur le plan de la démocratie, de la transparence et de la crédibilité des futures élections. D'abord, il faut rappeler que depuis l'avènement du multipartisme en République gabonaise, c'est-à-dire en 1993, ces élections-là sont les premières dans lesquelles aucun parti politique que nous connaissons, c'est-à-dire si ce n'est ceux qui sont nés très récemment, ne porte un candidat à la magistrature suprême. Mm-hmm. C'est-à-dire un candidat, c'est-à-dire leur propre candidat. Voilà. Pas le jeu de soutien que nous voyons par-ci et là. Aucun parti politique n'a présenté un candidat issu de ses rangs. Mais il y a le candidat, vous oubliez le candidat là, monsieur. Son parti politique est né Mouvement des citoyens gabonais. Non, et nous le connaissons depuis quand. D'ailleurs, il est même qualifié comme un repêché. Non, c'est-à-dire quand je parle des partis politiques, je parle des traditionnels. Les partis traditionnels. Aucun parti politique depuis 1993, aucun parti traditionnel n'a porté un candidat. Alors que nous connaissons, nous savons très bien que l'objectif de tous les partis politiques, c'est d'accéder au pouvoir. C'est d'accéder au pouvoir. Au pouvoir suprême. Mais qu'est-ce qui se passe afin que tous ces partis politiques-là aient décidé, c'est-à-dire de mettre un terme à leurs ambitions naturelles, s'auto-flageller, jeter leur dévolu sur un candidat, sur un autre candidat. Je rappelle que le PDG et à ce niveau, le PDG aussi a fait acte de candidature. Rassemblement des bâtisseurs. Donc vous comprenez que ces élections-là sont particulières. Oui, elles sont particulières en ce sens. Mm-hmm. Ça, c'est ces premières incertitudes. C'est-à-dire, les autres incertitudes peuvent s'apprécier également à travers ce que nous sommes en train de voir, c'est-à-dire une forme totalement de management assez différent qui n'augure pas souvent les effets escomptés. Vous allez constater par exemple que dans ces élections, ceux qui sont chargés d'animer comme ça
les élections, c'est-à-dire la campagne du candidat, c'est-à-dire du candidat le plus en vogue, qu'est le candidat Oligui, sont pour l'essentiel des nouvelles figures. Bon, on ne va pas dire des nouvelles figures en tant que tel, mais des hommes politiques qui n'ont pas assez fait leurs preuves. Très bien. Et pour la plupart, c'est des jeunes. La plupart, c'est des jeunes. J'ai envie de savoir. Et pour la plupart, ils n'ont jamais obtenu un mandat électif. Comment peut-il se prévaloir d'accorder la victoire à un autre individu? Voilà aussi des incertitudes dont peuvent se prévaloir ceux qui soutiennent surtout le candidat Oligui Nguema. Bien sûr, ce sont des incertitudes. Parce que beaucoup se sont demandé, je me souviens, lorsque le mouvement des bâtisseurs a organisé sa conférence de presse, il y a un journaliste qui a demandé, moi on remarque que vous n'êtes que de jeunes, est-ce que ce n'est pas, vous pensez que vous êtes capable? Et il a dit, la jeunesse n'est pas un handicap. Mais c'est vrai, vous venez de rappeler un fait important. Vous ne pouvez pas porter au sommet de l'État quelqu'un alors que vous n'avez jamais... Jamais. Bon, maintenant, j'estime que, ou certainement, M. Oligui Nguema, c'est sur quoi il s'appuie pour pouvoir donner à ces jeunes-là tout ce crédit pour qu'ils organisent son élection. Et donc, dans cette atmosphère d'incertitude, il y a tellement de nouveautés, surtout les premières que je venais d'évoquer, en ce sens que les partis politiques s'empressent de soutenir une candidature qui encore ne dispose même pas de projet de société à telle enseigne que le parti politique le plus décrié de la classe politique gabonaise vient donner une masterclass comme quoi elle va choisir un candidat lorsque tous les projets politiques, tous les projets de société seront connus. Mais c'est une aberration. Non, c'est pas une aberration. Vous avez dit que c'est quelque chose de particulier. Non, c'est particulier, c'est nouveau. C'est normal. Nous sommes dans une sorte de changement total de paradigme. Aberration du point de vue de ce parti politique qui aujourd'hui est en train de faire un peu, brandir un peu main blanche, comme elle-même le dire. Il veut faire une mue. Il veut faire une mue, c'est-à-dire une mue intellectuelle, une mue sur le plan de valeur, une mue, c'est-à-dire... Monsieur Boussamba, depuis que le PDG a pris le pouvoir le 30 août 2023, il faut comprendre que c'est un parti qui emploie beaucoup de difficultés. Oui, même s'ils ne veulent pas le faire savoir, ce qui est sûr, c'est qu'après cette élection, surtout après les élections législatives et locales, ce parti, je ne sais pas s'il va se relever. C'est possible. C'est possible qu'il se lève. Mais toujours est-il que dans cette atmosphère, cet environnement d'incertitude, le positionnement du Parti démocratique gabonais est écurieux. Non seulement il est aux antipodes même et même aux antipodes mais est en train de rappeler que nous sommes en train de nous sommes en train de reproduire les erreurs que nous avons décriées dans le passé. Et qui reproduit ces erreurs? La classe politique dite renouvelée est en train de reproduire ces erreurs. Donner le quitus, un quitus en blanc. À qui? Au candidat Oligui Nguema. Qui lui donne le quitus? Non, tous les partis politiques qui ne font que l'investir. Mais, monsieur Boussamba, oui, parce que tout à l'heure, j'ai quand même rappelé les incertitudes, parce que nous allons abonder sur les espoirs. Mais on s'appuie sur un vécu. Oui. On a vu ce que Oligui Nguema est en train de faire, ou on voit ce qu'il est en train de faire depuis qu'il a pris le pouvoir le 30 août. C'est des éléments qui militent en sa faveur de telle sorte que quelqu'un se dit, moi je peux le soutenir parce que si en 18 mois il a réussi à faire ça, ça veut dire qu'il est capable de faire mieux. Peut-être c'est dans ce sens. Je suis entré, en ma qualité de chroniqueur, oui, je vais vous dire que, et avec je compte sur votre honnêteté intellectuelle, oui, vous comprendrez que la popularité dont souffrait M. Oligui Nguema au début de la transition et celle dont il peut bénéficier présentement à quelque chose de particulier. C'est vrai que c'est le jour et la nuit.
En ce sens il a plus de popularité maintenant que... il a beaucoup perdu de sa popularité. Mais maintenant, pourquoi toutes ces adhésions à sa plateforme, si tant qu'il a perdu la popularité? Non, je crois que ces adhésions à sa plateforme sont des adhésions... l'ancien. Non, c'est le Gabon que nous connaissons n'est pas un nouveau Gabon. Oui. Tout comme sous l'ancien régime, beaucoup de plateformes adhéraient aux valeurs qu'ils ne considéraient pas comme étant des valeurs de probité, de moralité absolue et de valeurs intrinsèques traditionnelles au sens du fait qu'elles puissent profiter à toute notre société. Beaucoup s'alliaient sur celui qui disposait du pouvoir par pur profit et intérêt. Donc aujourd'hui, au titre de ces, dans l'environnement, nous avons dit nous sommes au titre des sceptiques. Non, là on est plus. Des incertitudes. C'est les incertitudes. Oui. Nous avons peur, c'est-à-dire les incertitudes, c'est que nous sommes en train de voir se reproduire ce que nous avons décrié par le passé. Beaucoup de personnes s'en vont soutenir M. Oligui Nguema tout simplement parce que il est le détenteur. Ils attendent l'estrapoter à la fin de l'élection. Naturellement, vous verrez par exemple que tant de choses se font de manière, on va dire, se font de manière totalement inquiétante. Vous avez des groupuscules qui se forment. J'aimerais attirer par exemple votre attention sur celui que constituent les anciens activistes exilés dans l'Hexagone, qui forment aujourd'hui ce petit groupuscule qu'on appelle Rage, qui sont en train de sillonner, qui ont certainement bénéficié des frais de mission ou des frais de campagne de la part de l'équipe du candidat et qui sont en train de sillonner beaucoup de pays, qui prennent des positions parfois un peu tranchées, qui font même du mal au candidat au lieu de lui rendre service parfois. Donc vous avez en faisant quoi par exemple? Qu'est-ce qu'ils ont dit ou ils ont fait qui pourrait... Non, la manière par exemple d'aborder les thématiques de manière incongrue, la manière d'aborder les thèmes, la manière de prendre des positionnements. Ces personnes-là qui sont tous autour du candidat Oligui Nguema, qui opèrent chaque jour, qui fonctionnent pour lui, ne sont pas véritablement avec lui de tout cœur. Nous connaissons, c'est-à-dire, qu'est-ce qui peut pousser un parti politique bien organisé à renoncer tout d'un coup à une élection présidentielle, une élection au terme duquel il peut ravir même la première place. Mais ce sont des arrangements. C'est clair, il faut le dire ainsi. Ce sont des arrangements. Qui s'est arrangé avec qui? Parce que moi je n'aimerais citer personne, mais vous connaissez toutefois les partis politiques qui chaque jour ne font que soutenir le président de la transition à cette élection présidentielle. Et vous constaterez que les tenants de ces partis, sinon les chefs de son parti, sont au gouvernement, sont dans son entourage, bénéficient, les membres de leur parti bénéficient des nominations fréquentes et profitent du pouvoir politique et exécutif tous les jours. Monsieur Boussamba, oui. On n'invente pas la roue. Bien sûr. La politique existe depuis. Oui. Et d'ailleurs, nous, on vient de commencer à faire la politique sous le régime multipartiste, et ainsi de suite. Oui. Ça se voit en France. Il y a un parti qui peut commencer à faire l'élection présidentielle. Lorsqu'elle se rend compte qu'elle n'a pas assez de force, quand je parle de force, c'est-à-dire sur le plan de ressources humaines, elle n'a pas de force sur le plan financier, mais même aux États-Unis, il y a des partis qui se retirent au profit des autres. Et c'est une attitude, moi je pense, responsable. Mais au risque de donner le pouvoir absolu à un individu. Non, même pas le pouvoir absolu. Vous savez comme moi. Attendez, je n'ai pas fini, M. Boussamba. On ne se retire pas comme ça pour se retirer, puis aller se jeter dans les bras de l'adversaire. N'est-ce pas? Mais il y a tout. Et la politique, c'est le jeu des arrangements. On ne va pas soutenir quelqu'un pour le soutenir. Je te soutiens. C'est vrai que, moi, je ne suis pas sûr de gagner, mais j'ai quand même... Moi, j'ai des militants qui vont te soutenir. Au terme de cette élection, ils savent ce qu'ils vont gagner. C'est le jeu de la politique. Mais c'est quand même... En fait, ça postule de beaucoup d'incertitudes. Vous savez, en politique, il y a une maxime qui dit souvent le pouvoir absolu rend absolument fou. Et parmi ces instituts et parmi tous ces ralliements que nous sommes en train d'observer, on a comme l'impression que nous sommes en train de revenir à l'époque du parti unique. Non, moi je ne suis pas d'accord avec vous, monsieur. Nous avons comme cette impression. Mais regardez, comme l'impression qu'il n'y a même pas d'opposition. Monsieur, vous, d'ailleurs, excusez-moi,
D'ailleurs, ça veut dire que vous négligez les 7 autres candidats qui se présentent à l'élection présidentielle. oh, mais vous négligez leur envergure politique. Ils n'en ont pas, vous le savez. Ils n'en ont pas. Ah bon? Ils n'en ont pas. Et d'ailleurs, celui qui peut encore en disposer à l'intérieur, c'est, je vous ai dit à l'entame de cette émission, qu'il a scié volontairement la bande sur laquelle il était assis. C'est-à-dire la confiance populaire dont il pouvait se prévaloir si jamais il avait postulé de bonnes intentions lorsqu'il était dans le groupe. Mais je vous rappelle que il n'y a pas Oligui Nguema qui amène les gens à se rallier à lui. Il y a Madame Foutam qui s'est déjà ralliée du côté qui s'est ralliée déjà à Monsieur Bilibindé. Mais vous êtes en train de me donner raison sur la stratégie qui a été la leur dès le départ. Je vous avais dit tout simplement. C'est qui est sûr. Mais j'ai bien peur qu'avant qu'on arrive au 12, que Madame Foutam ne représente pas un grand électorat au Gabon. Politiquement, elle est nouvelle et nous apprécions chaque jour la teneur de ses positions sur les différents plateaux. Mais qu'à cela a joué un rôle prépondérant dans cette élection, je ne pense pas. Donc son ralliement est un coup d'épée dans l'eau. Très bien. Donc avant de passer à l'espoir, moi je veux poser la question concernant la plateforme. Le rassemblement des bâtisseurs, est-ce que vous pensez qu'elle est vraiment outillée pour assurer la victoire de leur candidat, du candidat que cette plateforme porte? Puisque nous avons déjà relevé un certain nombre d'éléments qui pourraient constituer des handicaps, enfin de mon point de vue et de votre point de vue d'ailleurs. Bon, est-ce que vous pensez au regard des acteurs qui coordonnent cette plateforme, je dirais véritablement qu'ils ne sont pas outillés. Lorsque vous voyez par exemple le coordinateur général, M. Ange-Kevin Zéou, qui a pris la porte de son parti PLC avec fracas, voilà. Ce monsieur, d'abord, il est réputé pour ne pas être un expérimenté de la politique gabonaise. Le parti PLC qu'il co-dirigeait jusque-là n'est pas un parti assez représenté et assez ancré dans la sphère politique gabonaise. Donc, je ne vois pas en quoi monsieur Ange-Kevin Zéou serait un plus au mouvement des bâtisseurs. Mais le fait d'être le secrétaire général, Madame Zora Kassa, elle-même est une personnalité totalement inconnue de la classe politique qui a atterri subitement sur celle-ci par la nomination de sa sœur jumelle au gouvernement. Donc, Madame Zora Kassa ou les sœurs Kassa, on ne les connaissait pas jusqu'à présent. Donc, elles ne peuvent pas véritablement peser dans le mouvement qui va conduire à l'élection. Et avec cette vue d'ensemble de cette élection, je crois que M. Oligui Nguema ne pourra que compter d'abord sur sa stature, qui a bénéficié d'une popularité au soir du 30 août 2023, et les ralliements des partis politiques traditionnels que sont le RPM de M. Alexandre Barreau-Chambrier, du nouveau parti politique du Premier ministre Raymond Dansima, qui est, je crois, acte patriotique ou quelque chose dans le genre. Donc la dénomination est AP, je crois certainement. Et de toutes les autres partis qui ne font que lui témoigner de leur soutien au fur et à mesure que cette campagne... Mais le rassemblement de la plateforme, ce n'est que, on va dire quoi, l'élément de travail qu'ils vont utiliser et le bureau. C'est pas le bureau qui va forcément travailler, il y a des gens qui vont être sur le terrain. Et d'ailleurs, hier, il y a eu une réunion au cours de laquelle le président, le coordinateur général a dit que la plateforme va se déployer sur tout le terrain pour mettre en place des cellules qui vont travailler, n'est-ce pas, sur le terrain. Ça veut dire qu'il y a des gens certainement outillés qui vont faire le travail. Lui, il va coordonner, comme on dit, c'est le coordinateur. Oui. C'est pas lui qui va travailler. Non, mais même lorsque vous voulez coordonner un mouvement d'une telle ampleur, s'il vous plaît, il faut avoir des aptitudes dans le domaine. Monsieur Ange-Kevin Zéou n'a jamais rien dirigé d'aussi important rien d'aussi important, je veux dire, dans un passé récent.
il était juste un avocat. Mais comment pensez-vous que le président l'ait identifié comme celui qui pouvait... Non, je crois que c'est à partir... Je crois que c'est à partir de ces prises de position, voilà, au moment du référendum, sont ces prises de position qui ont appuyé. D'ailleurs, nous nous rappelons de ces débats-là qu'il y a eu le soir, du grand soir sur la première chaîne de télévision publique, où M. Ange-Kevin Zegou, avec quelques universitaires, avait défendu le camp du oui de l'adoption de la dernière constitution. Je crois que c'est en remerciement de cela et dans la perspective de renouveler peut-être à sa manière la classe politique. À sa manière, c'est-à-dire par décret. Sinon, politiquement parlant, monsieur... Bon, quand je parle de décret, je parle de décret politique. Hein. Je ne parle pas de décret... J'ai tout compris, voilà. Mais sinon, monsieur Ange-Kevin Zegou ne constitue pas une personnalité politique d'ampleur dans ce pays. Ça veut dire que, donc, il n'est pas véritablement sûr que... Et lui et sa secrétaire générale ne sont pas très outillés pour coordonner... Ça veut dire qu'on doit demander à M. Oligui Nguema d'essayer de mettre autour d'eux des personnalités outillées pour pouvoir naturellement être conseillers. Comme par exemple celles qui ont mené la campagne du référendum, telles que nous les connaissons, hein, le Premier ministre de la Transition et son vice-premier ministre, la présidente du Sénat. Tout ce monde-là sont parfois parce qu'ils ont une assise parfois politique. Mais qu'est-ce que vous avez bien qu'étant régionaliste. Mais peut-être que ce sont des gens qui sont derrière. Parce que la vérité, c'est qu'on n'est pas encore en campagne. Nous sommes en pré-campagne. Je ne crois pas que... Et même pour gérer des gens, il faut de la stature. Pensez-vous que M. Ange-Kevin Zegou peut gérer les personnalités comme M. Alexandre Barreau-Chambrier et M. Raymond Donsima? Non. C'est-à-dire hiérarchiquement parlant, en termes d'expérience, en termes de parcours. Mais M. Ange-Kevin Zegou est mal placé pour leur donner des leçons de politique ou de leur donner des leçons de coordination. Il y aura forcément une friction dans ce mouvement. Et donc, je crois que ça fait encore partie d'une erreur qu'a commise le président. Peut-être il ne le perçoit pas ainsi, ou peut-être aussi également que c'est une manière pour lui de faire la promotion de quelques personnes voilà, qu'il aime bien, mais je ne crois pas qu'il pourra compter véritablement sur leur aptitude à porter la candidature du candidat. Merci. Nous allons passer à l'espoir. Technique, est-ce que vous pouvez nous passer quelques éléments pour pouvoir soutenir les espoirs que nourrissent les Gabonais sur la candidature du futur président potentiel, je ne sais pas, mais du candidat Oligui Nguema? Si ça n'avait pas été cet homme le 30 août, moi personnellement, je ne me serais pas engagé. Si nous nous sommes engagés à l'unanimité, c'est parce que nous lui faisons confiance. Laissez-moi vous dire une chose, c'est que un président de la République, s'il ne devait avoir qu'une seule qualité, une seule, ce serait l'amour de son pays et de son peuple. Je voudrais quand même vous rappeler une chose qui est très importante. Le président de la République, depuis le 30 août, a fait exactement 36 voyages à l'étranger. La précision est chirurgicale, mais ça c'est les militaires. On aime le détail. Non pas qu'il aime voyager, mais il fallait défendre la cause Gabon partout dans le monde. Et aujourd'hui, il ne fait aucun doute que le président de la République, le chef de l'État, Monsieur Oligui Nguema Brice Clotaire, aime son peuple. Nous venons de voir un élément qui peut susciter de la confiance. Là, c'était le colonel Ulrich Mafumbi qui a déclaré, je crois que là, ils étaient à Edongila, il a déclaré que si on doit retenir une qualité pour un président, c'est l'amour de cette personne vis-à-vis de son peuple. C'est un élément qui peut constituer l'espoir. Je te rappelle ici que M. Brice Clotaire Oligui, désormais appelé, c'est bon, vous savez ce que ça veut dire? Non, du tout. Clotaire Brice Oligui Nguema. Vous ne le saviez pas? Non, du tout. Alors on l'appelle c'est bon, il multiplie des tournées dans tout le pays. D'abord Dongila, où il a passé une nuit. Port-Gentil, où il a désamorcé la grève des employés du pétrole.
Djolé, où il a procédé à la pose de la première pierre de construction du pont de Belabanga, Bifoun, où il a lancé les travaux de la route Bifoun-Lambaréné, qui était déjà presque, qui était délabré, qui ne ressemblait plus à l'eau. Bref, partout où il est passé, il a répété le même message. Je n'ai pas d'adversaire. Mon seul adversaire, c'est le chômage des jeunes. C'est le problème d'eau qui n'arrive pas encore dans tous les ménages. C'est l'électricité qui n'éclaire pas tous les foyers. C'est l'école pour tous les jeunes. C'est la santé pour tous. Bref, ce sont les éléments qu'il annonce. Il dit qu'il n'a pas d'adversaire. Qu'est-ce que vous comprenez par là? Il a rappelé que son adversaire, ce sont les problèmes du Gabon, ce n'est pas les individus. Oui, mais c'est une tentative de minimiser les potentiels, ces potentiels challengers. C'est d'abord, ça part d'abord de cet aspect-là, avant de montrer tout simplement que ces véritables objectifs, c'est tous les concepts qu'il a évoqués, en l'occurrence, le travail, l'eau, l'électricité, l'école et tout ça. Mais ce que j'aimerais lui dire, c'est-à-dire que c'est vague. C'est vague. Ce que j'aimerais faire comprendre aujourd'hui, et si peut-être par hasard il peut nous écouter, c'est que aborder une élection capitale comme celle-là en évoquant que ces véritables sont véritables adversaires, c'est cela. Mais de tous les temps, c'est-à-dire même dans 50 ans, ce sont des problèmes qui vont toujours. Mais M. Boussamba, je pense qu'il nous attendons. Il est en pré-campagne. Il ne peut pas déjà dévoiler tout ce qu'il va faire. Non, ce que nous attendons surtout du candidat, c'est que il nous donne surtout les moyens qui sont à sa disposition et les méthodes par lesquelles il parviendra à résoudre ces différentes problématiques, ces différents concepts qu'il a évoqués. C'est en cela qu'il suscitera de l'espoir auprès des Gabonais. Sinon, avant lui, Omar Bongo, en 1968, pointait déjà du doigt ces mêmes problèmes-là. On sait comment il est parti, comment il a laissé le pouvoir dans ce pays et que ces mêmes problèmes encore subsistaient. Ali Bongo, on sait comment il a pointé tout de ce doigt-là, tous ces problèmes-là. Mais on sait de la manière dont Ali Bongo a quitté le pouvoir par la petite porte. Et ces problèmes-là demeurent toujours. Donc nous aimerons, si le candidat veut susciter de l'espoir dans son électorat et même au-delà, c'est-à-dire auprès des populations gabonaises, qu'il nous dise de la manière dont il va atteindre ses objectifs. Ce qui est sûr, c'est que l'élection commence, la campagne commence le 23. Et au terme. Et avant la campagne, vous aurez certainement les tenants et les aboutissants de... Et au titre, si je peux créer aussi une autre rubrique, oui. Au titre de ce que nous ne voulions plus voir, c'est par exemple un chef d'État qui entre en campagne avec les moyens de l'État. Ça aussi, il faut qu'on arrête cela. Que ce qu'on ne veut pas, c'est-à-dire les autres candidats qui y vont dans cette élection, vont avec leurs propres moyens. Oui. Naturellement, je crois qu'ils auront un appui de la part de l'État. Que le candidat du pouvoir, celui qui est le tenant actuellement du pouvoir, puisse se mettre au même niveau que les autres pour compétir de manière transparente et crédible. De manière égale. De manière égale, transparente et vraiment saine. Maintenant, j'ai envie de savoir, est-ce que M. Oligui Nguema incarne ces valeurs? Est-ce qu'il est rassembleur? Oui, cela ne fait pas le doute. Cela ne fait pas le doute. Dans sa méthode, dans sa manière de faire, M. Oligui Nguema a tenté coûte que coûte de rendre cette transition d'abord la plus inclusive possible. Donc nonobstant ce que pensent les détracteurs. Et l'inclusivité est un aspect assez important du rassemblement. Est-ce que vous voyez? Donc, il n'en doute, c'est-à-dire qu'on ne peut même pas porter un doute sur ses capacités de rassembleur, mais tout cela sera apprécié à la lecture et à l'exercice de son mandat, si jamais il arrive le vainqueur ou le premier au soir le vainqueur ou le premier absolu au soir du 12 avril et éventuellement relatif au soir de la date qu'aura décidé le ministère de l'Intérieur pour l'organisation du second tour. Est-ce qu'il est rassurant, M. Oligui Nguema?
Bon, on ne peut pas, c'est-à-dire que... Au vu de ce qu'on a déjà entre nos mains, ou ce qu'on a au vu, au vu de ce que nous savons de l'individu et que nous observons, je ne dirais pas qu'il est rassurant, parce que ces débuts procèdent de tous les hommes politiques. Hein. C'est-à-dire, quand on arrive au pouvoir, on veut appâter, on veut séduire, et après, ça dépend. Vous savez, M. Oligui Nguema a dit au début de la transition qu'il avait lu Machiavel. Et Machiavel était, paraît-il, l'un des personnages préférés d'un grand monsieur qu'on appelait, dont je tais le nom parce que les gens penseront que j'ai fait une comparaison osée, sinon même caricaturale du président Oligui avec cet individu. Je vois déjà à peu près de ce qu'il s'agit. Voilà. Donc, mais pour dire que je crois que en son âme et conscience, il mesure tous les actes qu'il pose. Et si tout est bon, comme vous venez de me le dire, la signification de c'est bon, alors le peuple ne pourra qu'être bon avec lui. Très bien. Mais si c'est pas bon, mais c'est bon, le peuple sera désagréable avec lui. Donc, un dernier élément. Est-ce que c'est un véritable homme d'État? Ou est-ce qu'il sera un véritable homme d'État? Homme d'État, vous savez, les hommes d'État pensent généralement, on ne peut pas décrier à partir de ce que M. Oligui Nguema vient de faire en 18 mois. D'ailleurs, que d'un point de vue autre que le mien, et peut-être partagé dans une moindre mesure, il n'a pas assez fait. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que cela ne nous permet pas de décider si M. Oligui Nguema était un homme d'État. Parce que les hommes d'État ne pensent pas à la prochaine élection. Les hommes d'État pensent à la prochaine génération. Pas à la prochaine élection. Pas à la prochaine élection. Merci, M. Boussamba. Nous venons de passer près de 1h30 d'émission. Aujourd'hui, le thème, c'était la candidature d'Oligui Nguema entre inquiétude, incertitude et espoir. J'espère que nous avons essayé de donner à nos téléspectateurs des éléments pour espérer, pour dissiper l'inquiétude ou l'incertitude qu'ils ont, pour pouvoir aller à cette élection avec leur cœur tranquille. Nous serons ensemble encore pour une prochaine émission, pour d'autres thèmes, pour d'autres actualités, parce que vous savez qu'en ce moment, l'actualité, c'est l'actualité politique, et nous allons toujours analyser l'actualité politique. Je vous dis merci de nous avoir suivis, et à la semaine prochaine, si Dieu le veut.